Bonjour, Bonjour Ronnie, ça va? est-ce que ça va? Yala. Ça va de pire en mieux. Pas mal. 13 mai, 17h50, Tel Aviv. Cette semaine, on va faire un bref update de ce qui s'est passé au niveau politique international. On va essayer de ne pas prendre tout le temps là-dessus. Et on va vous faire un épisode un peu plus light. On va essayer de parler de la Aliyah, Voilà, de notre arrivée en de Israël. l'immigration en Israël. Ouais. Voilà, donc faire un sujet un peu plus large. Et donc on va commencer, comme d'habitude, par une petite revue de presse où on vous tient au courant de l'ambiance depuis Tel Aviv, de ce qu'on voit dans les infos, aux infos et ce qu'on entend au café, à la plage, sur les terrains de basket. Que vous sachiez ce qui se passe ici, en terre promise. Tu sais que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé des drapeaux et De quel drapeau? Je sais pas, il y avait pas un truc, t'aimais les drapeaux, les cartes, les trucs. Ah, moi j'adore les cartes. Et ce qui me fait penser de dire bonjour à nos amis sénégalais qui nous suivent. Continuez à nous suivre, ça nous touche de voir ça et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi pour qu'on réponde à vos questions. On commence donc avec peut-être tu nous fais un petit débrief de la sécurité, où on en est au point de vue sécuritaire, le Nord, l'Iran, le Hamas. L'Iran, je pense que comme tout le monde, on attend. Ce qui est chiant ici en Israël, le fait qu'on attende, c'est que on est à moitié en état de guerre. C'est-à-dire que l'aéroport est presque fermé. Oui. Ben Gurion, pour vous un peu donner une idée, c'est 80% des décollages et des atterrissages, c'est l'armée américaine. D'ailleurs, on les voit dans le ciel. Ah oui, on les voit, on voit les gros avions, donc incroyable. ils continuent à faire venir. Ils continuent à faire venir de l'armement, j'imagine. Ils atterrissent du soir au matin. Dans le sud, donc on a Ramon, l'aéroport international aussi de Ramon, qui est près d'Elat, qui est 100% l'armée américaine et l'armée israélienne. Et on a donc c'est très compliqué de sortir d'Israël ou de venir en Israël. Si vous venez, faites gaffe, vous n'êtes pas sûr de repartir. Et là, on vous parlera de votre Aliyah. Donc c'était vous venez, mais vous restez. Non, c'est vrai qu'il y a ce sentiment-là que d'un point de vue international, le cessez-le-feu, c'est une situation de plus tranquille en fait en temps de guerre. Et nous, ce qu'on vit, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que au lieu d'être dans une situation un peu de réguia, c'est-à-dire de calme, on se retrouve en fait un peu schizo avec cette idée que au final on attend en fait. Ouais, il y a le cessez-le-feu, mais la vie, on va dire, n'a pas repris. Et comme Israël, c'est surtout, c'est un peu une île Israël. Ouais. Parce que tu vas pas faire tes courses au Liban ou en Jordanie et encore moins dans la bande de Gaza. Et donc, quand tu as besoin de quelque chose, tu le fais venir de l'étranger. Tu vas sur Internet, tu commandes des trucs ou tu vas à l'étranger. On a beaucoup ce rapport avec... Oui, les Israéliens vont beaucoup en Pologne, en Bulgarie pour faire du shopping et ils reviennent. Il y a beaucoup ce truc-là. Oui. Et donc là, on est vraiment isolé. Voilà, et là, tout est fermé. J'ai un copain qui est allé à Eilat cette semaine et qui m'a dit que tous les hôtels, c'était que des soldats de l'armée américaine. Ah ouais? Tout était plein. À ce point-là? Ah ouais. Ils sont là, ils attendent comme tout le monde. Moi, j'ai un peu une vision différente de toi. J'ai pas l'impression que ce soit fermé. C'est-à-dire, je sais que tu as raison, je le sais, mais je trouve que quand même les Israéliens, ils ont cette capacité aussi à reprendre. La vie reprend en un instant. Il y a une envie de vivre. Mais c'est vrai que l'aspect des vols. Mais moi, je connais personne qui part pas parce qu'il n'y a pas d'avion. Ils partent pas parce que c'est trop cher, justement, parce que les quelques compagnies qui volent, elles font des prix... je regardais là pour aller en France, c'est entre 600 et 700 euros l'aller-retour. Enfin, c'est délirant, c'est le double en fait. Ouais. Donc c'est plus à ce niveau-là qu'au final, il n'y a que un peu les privilégiés qui peuvent partir et se permettre de Oui, la plupart des compagnies aériennes, déjà toutes les compagnies européennes ont dit qu'elles ne revenaient pas avant le 27. Donc ils repoussent à chaque fois. Hein. Le 27, c'est la date. Oui, c'est repoussé. Et puis il y avait Wizz Air qui était censé venir. Il y avait une combine avec la ministre, avec Miri Regev, la ministre. Mais ça me tue voilà, on a des ministres qui, en fin de compte, ils font pas. Parce que là, Elle est pendant 2 semaines aux États-Unis.
Arrête avec tes conneries de vouloir qu'ils bossent. Je sais, Mais c'est incroyable, parce quand que est-ce que tu... ça arrive souvent. Et donc, il devrait avoir déjà... il devrait avoir des compagnies internationales qui connaissent. Je sais pas, ils pourraient faire appel à des pays qui seraient d'accord pour voler vers Israël et faire des allers-retours vers l'Europe. Enfin, je sais pas, ils pourraient s'organiser. Il pourrait y avoir mais bon, un c'est hub. du business. Les mecs, ils n'ont pas envie de se prendre un missile et de devoir annuler un vol. Moi, je comprends. C'est un business, les compagnies Oui, aériennes. mais c'est pas que c'est vraiment dangereux. C'est dangereux, mais c'est pas vraiment dangereux. Parce qu'il y a eu Non, c'est dangereux aucun parce que missile qui est tombé sur c'est Ben pas des Gurion. dangereux dans le sens sécurité. Et en ce moment, il y a un cessez-le-feu. Donc c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux du tout. Non, c'est pas dangereux. Je te dis, c'est plus une question économique. Je pense qu'au final, ça vaut pas le coup parce que si la guerre reprend, ils sont bloqués, ils ont leurs avions décalés. Au final, c'est des pertes, je pense. Si la guerre reprend, ils font partir leurs avions en même pas 24 heures. Il n'y a pas de problème. Enfin, les avions, ça Je pense que décolle, s'ils ils sont pouvaient se pas- faire du fric, ils le feraient. S'ils le font pas, c'est que c'est une perte d'argent. Voilà, c'est mon idée de base. Moi, je pense qu'il n'y a pas une vraie volonté du gouvernement d'aider les bah oui, Israéliens. Et donc, Là, t'as tout dit. non, mais Pas que je sur pense ce qu'il y, aura jeu-là. il y a des solutions à trouver. C'est pas Bien si sûr. compliqué que ça. Mais ils cherchent pas de solution. Je te dis, Miri Regev, elle est en vacances pendant 2 semaines aux États-Unis. Donc déjà, ça c'est, on va dire, update Iran. Donc on attend comme tout le monde. On a Ouais. les Américains et les Iraniens qui s'envoient des lettres d'amour et qui s'aiment pas vraiment. Ils disent que leurs propositions, elles sont nulles et débiles. Et au final, on reste dans la même situation. Donc ça, c'est pour l'Iran. On n'a pas une update particulière. On attend tout ce que Trump décide de notre futur. C'est incroyable ça aussi. Ah bah oui. Et au Liban, il se passe quoi? Alors au Liban, il y a soi-disant un cessez-le-feu. On répète toutes les semaines à chaque fois. Il y a soi-disant un cessez-le-feu, mais bon, il n'y a pas le Pas du tout cessez-le-feu. cessez-le-feu. Donc tu as le Il y a des Hezbollah soldats qui sont morts qui encore. fait tout pour entraîner Israël dans un conflit de plus en plus violent, et tu as Israël qui riposte. Mais j'ai Voilà, vu qu'on quoi. était descendu sous le fleuve. On avait lâché la partie, c'est-à-dire qu'Israël est en train de se retirer, ce qui est complètement délirant au final. Ouais, mais pas vraiment, parce que le problème, c'est qu'ils ont des drones maintenant qu'ils arrivent à Ah oui, envoyer. les trucs à la fibre optique, là, ou je sais pas quoi. là. Ouais, et donc avec des drones qu'ils vont acheter sur AliExpress à $200, ils arrivent à taper Et encore. sur des tanks ou sur l'armée israélienne. Donc c'est une menace qui est de plus en plus concrète. Il y a des morts, et donc l'armée israélienne riposte. Donc il y a des morts de l'autre côté, Mhm. et vraiment il y a un conflit qui est complètement kinétique, quoi. Il y a pas à chaque fois on parle est-ce qu'il va y avoir la paix avec le Liban et tout ça, mais en ce moment, et ce qui est incroyable, encore une fois, on en parle presque toutes les semaines de ça, c'est que personne fait rien. C'est-à-dire il y a aucun pays qui est prêt oui. à mettre ses bottes là-dedans, quoi. Surtout pas la France, qui est censée être notre allié, l'allié des Libanais, avec tous les intérêts qu'ils ont au Moyen-Orient et tout ça. Rien, quoi. Il y a eu 2 Français morts il y a 3 semaines, et depuis, Ah bah oui, il y a eu ça on les aussi. entend pas. Par contre, celui qu'on entend tout le temps, c'est Mélenchon. Alors lui, je peux pas le saquer. Il parle du soir Il dit quoi? mais du soir au matin, il parle de l'agression israélienne. Je comprends pas que ça passe. Je vois ça des fois quand je regarde les infos en France. Mhm. Donc je le vois, il parle, il explique. Déjà, il explique le Moyen-Orient, ce gars-là, Bah, évidemment. qu'il y est jamais venu, qu'il n'y connaît rien. Et donc il donne, Bah, c'est pas ça son but. Hein. il explique comme quoi Israël, en fin de compte, c'est l'agresseur. Donc dans sa vision, et moi ce que je ne comprenne pas, c'est que les journalistes, ils fassent jamais leur boulot. Ils le prennent pas au mot en lui disant, mais Bah, oui. l'agresseur, c'est le Hezbollah. S'il y avait pas parce qu'il parle de cette volonté, encore une fois, on en parle toutes les semaines, de cette volonté d'Israël de conquérir. Alors, il dit, voilà, on voit bien maintenant l'occupation israélienne au Liban, ils avancent de plus en plus, ils veulent conquérir, c'est des impérialistes et tout ça, et personne ne leur prend. Non. Et ça me tue, ça, et ça laisse, et ça Mais et je sais il pas parle. si tu vois, moi, je sais pas pourquoi ça continue à me targeter, mais je vois les unes de Libé. Alors là, Non, mais alors, les unes de Libé, c'est de la désinformation. Tu vois, moi, j'ai grandi quand même dans une famille de gauche, liée au Parti Socialiste, la Shomer Hatzair, enfin, vraiment, ouais. j'ai baigné dans le socialisme et la gauche. Et pour autant,
ça a vrillé, mais totalement, ce journal. C'est un truc de propagande. Et donc, quand tu parles de Mélenchon, c'est ça, c'est de la propagande à but politique pour leurs élections de l'année prochaine. Mais c'est-à-dire, il ment sciemment. Oui. Mais il ment à la télé. Ouais. Il passe. Mais là où tu as raison, c'est que les journalistes. Il n'y en a pas un pour leur prendre, pour lui dire, mais l'agresseur, c'est le Hezbollah. Enfin, je sais pas, tu peux repartir au 7 octobre ou 8 octobre ou peu importe, n'importe quand. C'est jamais été Israël qui a eu cette idée de tiens, on va envahir le Liban pour le fun. Oui, non, mais ils essayent de faire un narratif global en fait qui inclut les Palestiniens et le Liban comme si c'était la même situation. Et en fait, c'est pas du tout la même situation. Donc, ils utilisent les mêmes termes, occupation, colonisation, impérialiste. Tu vois, en fait, ils essayent de te simplifier ça pour te faire gober un truc. Ils t'ont fait rentrer ces termes-là, les termes de génocide, alors que justement, il y a une enquête du New York Times qui est ressortie cette semaine et qui montre l'utilisation des violences comme outil de guerre et à des buts d'intimidation et de violence permanente. Donc vraiment, selon une définition qui est une définition de génocide, c'est-à-dire avec le but d'exterminer, de détruire, d'anéantir une population entière en les faisant de façon systémique et systématique souffrir de violence. Donc, et on ne peut pas en parler plus parce qu'après on va être boycotté sur les termes qu'on utilise sur YouTube. Je note les moments où tu dis pour pouvoir après les biper. Ah, quel professionnalisme. Et donc, et tu vois, en fait, il y a ce truc qui est complètement inversé. On en a déjà beaucoup parlé de cette victimisation inverse. Et je pense qu'il y a tellement de souffrance déjà dans la réalité. Pourquoi, en fait, instrumentaliser la souffrance de peuples qui vivent des guerres, et je mets les Israéliens aussi dans le même panier, et vraiment manipuler l'opinion publique. Et là où tu as raison, c'est que le but d'un politique, c'est peut-être de faire ça à ses yeux, mais le but d'un journaliste, c'est d'arrêter et de faire, soit sur le même moment, soit a posteriori, une vérification des informations, une redéfinition des termes, une clarification de la situation, et rien n'est fait. Rien, mais en plus, les gens, ils sont intelligents. Enfin, ces journalistes-là, ils travaillent, ils savent. Ils sont pas bêtes. Ils savent exactement les faits. Non, si, ils savent. Quand tu es journaliste... Sais pas sur quoi il était... oui, mais Libé, c'est journaliste aussi. Regarde ce que ça donne. Mais donc, ils mentent sciemment. Ouais. C'est plus du journalisme. C'est carrément de la propagande. Et donc, tu as des gens comme... tous ceux qui sont à LFI, par exemple, qui se servent de cette propagande pour se faire élire et pour faire avancer leur pion politique en France. Ouais. Mais ils mentent sciemment. C'est-à-dire, ils racontent n'importe quoi sur... encore une fois, sur Israël. Oui, c'est ça. Et c'est l'inversion des termes, encore une fois. Par exemple, quand tu dis génocide, à chaque fois on l'entend. Plus personne reprend le mot génocide. C'est-à-dire que c'est passé dans le... Tout à fait, dans le langage courant. Voilà, tu peux dire génocide à propos d'Israël, c'est presque devenu un fait, alors que quoi ? Mais parce que... Si quelqu'un est génocidaire dans le quartier, c'est le Hamas. Bah évidemment, c'est leur intention, c'est même écrit sur leur charte. En plus, ils le disent. Bah oui. Et l'Iran, ils le disent aussi, qu'ils veulent détruire Israël et détruire les États-Unis. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une volonté politique de mettre ça en place. Et je pense qu'il y a aussi une sorte d'acceptation pas claire de beaucoup de journalistes qui peut-être aussi... Tu sais, j'y ai pensé cette semaine, je me suis dit, je sais pas si tu as vu, il y a le nombre d'attaques dirigées vers Sophia Aram, qui est une des seules à vraiment se positionner systématiquement et attaquer l'extrême gauche. Ouais. Et en fait, ils en ont fait leur cible. Elle reçoit des menaces. Elle est vraiment... Quand tu vois ce qu'ils disent, c'est-à-dire ils ont mis une cible sur son front. Et en fait, je pense que d'autres journalistes ont peut-être pas le courage qu'a Sophia Aram et autres. Et il y en a d'autres qui aussi, tu vois, disent la vérité. Et je pense que c'est de l'intimidation qui fonctionne, et les journalistes ont peut-être certains peur ou ne se sentent pas à l'aise de systématiquement rappeler les faits. Maintenant, c'est votre boulot. Ouais, en plus, ça fait tellement de mal Nous, en Israël, on s'en fout. Vous pouvez parler du soir au matin. Juste pour vous donner un petit... Nous, on est francophones, donc on sait... on écoute et on sait ce qui se passe en France, et on vous voit bien vous embourber là-dedans. Mais les Israéliens,
ils s'en foutent complètement de ce que Mélenchon il pense d'Israël. C'est-à-dire, ils savent même pas qui c'est. Et ça Déjà qu'ils appellent Macron Macaron. Ouais, Macron. Macaron. Et donc, ça fait peut-être avancer le schmilblick à Mélenchon en France, mais ça change rien du tout. Ouais, mais ça, ils s'en foutent. Ils le font pas pour influencer Israël. Non, mais encore une fois, quand ils parlent et quand ils se lancent dans des grands discours sur comment ils sont là, on est tous les enfants de Gaza. Je voyais l'autre jour un maire qui avait été élu à Saint-Denis et lors de son discours électoral, ils étaient tous en train de chanter. Mais Téhéran et les... On est tous... quel rapport? Vous n'êtes pas les enfants de Gaza. Non, vous êtes les enfants de Saint-Denis. Et ceux qui vous la mettent bien, c'est pas Netanyahou. Parce qu'en fin de compte, il ne sait même pas qui vous êtes. Ceux qui vous la mettent bien, c'est le gouvernement français, c'est enfin voilà quoi. Et pour que vous oubliez que c'est eux, on va parler de Netanyahou, on va parler d'Israël, on va faire une fixation. Non, je pense pas que ce soit pour ça. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont rien à proposer. Ouais, non, mais c'est tellement ça. Mais oui. C'est pas pour faire oublier le gouvernement, c'est vraiment parce que Mélenchon n'a rien à proposer. Il y a tellement de problèmes en France. Oui, mais il ne veut rien proposer parce que son programme d'extrême gauche est complètement... Et donc, à la place, on va faire une fixation, on va parler d'Israël, on va dire on est tous les enfants de Gaza. De toute façon, si vous allez mal dans les banlieues, tout ça, si vous êtes mal intégrés, tout ça, c'est la faute à Netanyahou. Je t'entends. Et t'es là et t'es genre quoi ? Ça a quoi de différent que de ce qu'on a entendu dans les années 30 ? Mais c'est exactement la même chose. J'entendais hier un rescapé de la Shoah qui habite au Canada. Et il disait, j'entends les mêmes phrases que quand j'étais enfant. Il disait, j'entends aujourd'hui dans les rues de Toronto les mêmes phrases qu'on entendait dans les années 40. Et c'était à propos des Juifs, voilà, c'est eux qui dirigent le monde, c'est de leur faute. Ouais, mais bon, ça s'est jamais arrêté. Il y a des trucs bien pires. Ouais, mais il y a des trucs, ça s'était calmé. Oui, mais je veux dire... Tu l'entendais plus, tu croyais que ça y est, on avait réussi à en finir. Non, je pense que là, il y a ce truc, c'est qui contrôle, qui tue, qui sont le mal... Tu vois, c'est les caricatures nazies du juif qui contrôle. C'est les protocoles de Sion, c'est ça quoi. On ressort les vieux dossiers, et l'amalgame total entre Israël et les juifs. Et ça marche tout le temps, c'est ça qui est incroyable. C'est que les gars, ils vont te sortir. Et le fait que tout le monde répète ça, ça devient un fait. Tu te balades en France, tu discutes avec des gens qui sont pas... ils savent pas exactement ce qui se passe. Ils ont entendu que Mélenchon, il avait dit ci, ça. Bon, mais ils prennent ça pour de l'argent comptant. Là, la plupart, si. Ouais. Ah ouais. Non, ça dépend des milieux, mais je pense que les gens quand même ont conscience de qui c'est Mélenchon. Je peux dire que pour le savoir, pour l'avoir vécu personnellement à travers ma famille, des gens qui ont fait des réflexions, ouais, ton fils ou ton frère, il est en Israël, c'est un tueur de bébés, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font là-bas Oui, mais est-ce que c'est Mélenchon ou est-ce que c'est les infos, les trous tu vois ce que je veux dire ? Ils sont abreuvés sur les réseaux sociaux, c'est pas que Mélenchon. Ouais, mais tu t'abreuves de mensonges. Oui, mais non, je parle. Oui, et quand tu as des partis politiques qui s'en servent. Ouais. Et donc tout ça pour en arriver au Liban. Est-ce que vous allez quitter la France ou pas ? Non, pas encore. Attends, on fait notre point. Donc on a dérivé. On était sur le Liban, donc on a les habitants du Nord et les habitants du Sud Liban, donc qui continuent les violences, les combats continuent au final. Ah ouais, il n'y a toujours pas de sécurité. Il y a toujours des missiles, des bombardements, des drones des qui attaques. Tombent sur Kiryat Shmona, sur les kibbutz. Ouais, il y avait encore hier des attaques. Et par rapport à Gaza, je pense que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la confirmation que ce que Netanyahou nous a dit est un immense mensonge, qu'il n'y a absolument pas de victoire totale, que ce qui s'était engagé, même Trump, à désarmer le Hamas n'a absolument pas été fait. Et on se retrouve donc aujourd'hui avec le Hamas qui a, selon les études et les indications, 26 000 combattants prêts à recommencer un 7 octobre, des roquettes qui sont en train d'être formées, des tunnels qui sont en train d'être creusés, et Netanyahou qui continue à être au pouvoir, à nous mentir et à mettre notre sécurité en danger. Ça, c'est ce qui se passe à Gaza. Ça peut aussi se passer en Cisjordanie. On voit que les violences des colons continuent en Cisjordanie, ce qui met en danger évidemment la sécurité de la région. Et on sent le climat qui monte. On est à la 4e annonce du Ramatkal, du chef d'état-major, qui dit au gouvernement
il faut engager les ultra-orthodoxes, l'armée ne va pas tenir, on va se retrouver comme à la veille du 7 octobre avec pas suffisamment les gens qui sont en réserve, qui sont en Milouim. Ils en peuvent plus, ça fait donc c'est une guerre qui dure depuis 1000 jours. Il faut que vous compreniez, ça fait 1000 des gens qui ont jours. fait 500 jours de réserve. Donc ils en peuvent plus. L'économie est une catastrophe. Et donc, en fait, peu importe où on regarde, et d'ailleurs Netanyahou l'a dit dans son interview à 60 minutes aux États-Unis, vu que c'est que aux États-Unis qu'il donne des interviews. Celui-là. Eh ben, il l'a dit en fait. On n'a ni réussi, il faut continuer en Iran. On n'a ni réussi au Liban, il faut continuer au Liban. On n'a ni réussi à Gaza, il faudra sûrement recommencer à Gaza. Et en fait, voilà la réalité dans laquelle on est au niveau sécuritaire. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a jamais, à la fin des combats, il n'y a jamais un cessez-le-feu qui va aller avec un accord diplomatique ou un Parce que vrai, ça s'appelle pas un cessez-le-feu, ça s'appelle un accord de paix. Ouais, que Netanyahou, il veut pas faire d'accord de paix. Mais d'un côté, il y a le gouvernement qui veut pas faire d'accord de paix, on est d'accord, et je suis pas un fan de Netanyahou, tu me connais. Mais de l'autre côté, tu as des enfoirés, tu as des entêtés qui veulent pas ils veulent rien lâcher. Le Hamas, là, ils leur ont proposé, je sais pas, de rendre genre les fusils. Donc tout ce qui est armes à canon long et tout ça, missiles, tout ça, de rendre ça. Et s'ils voulaient, parce qu'ils disaient que à partir du moment où ils allaient rendre toutes leurs armes, et ben ils allaient obligatoirement, ils allaient directement être targetés par les autres gangs. Et de la bande de Gaza, par les autres familles et tout ça, parce qu'en fin de compte, la bande de Gaza, c'est des grands villages avec des familles, et chaque famille tient. Bien sûr. Et il y a le djihad islamique, c'est il y a des ramoulottes et tout ça. Sûr. Et donc, ils savent très bien qu'à partir du moment où ils rendent leurs armes, il y en aura une autre, le lendemain, ils se font tous massacrer. Et donc, ce que leur a proposé... on va pas pleurer sur leur sort. Ceux qui essayent de faire les plans de paix, ils leur ont dit, alors gardez les armes de poing. Et nous, on va... C'est quoi des armes de poing ? Les armes de poing, c'est les pistolets, par exemple. Ok. Donc ils leur ont dit, vous gardez vos pistolets. C'est genre arrêtez vos roquettes et gardez vos pistolets. Donc vous rendez tout ce qui est lance-missiles, Kalachnikov, tout ça, tout ce qui est armes à longue portée. Tout ce que vous avez utilisé le 7 octobre. Ok, ça vous les rendez. Ok. Et ils ont dit, mais non, pas du tout. Bah, évidemment. En fin de compte, on rend rien du tout. Mais c'est des terroristes. Et donc ils refusent. Depuis quand on leur demande leur avis ? Non, mais c'est quoi ce gouvernement de... Encore une fois, tu as des gens qui disent ouais, le Hamas, c'est pas des terroristes, c'est la branche armée. Non, mais Netanyahou est au pouvoir ou il n'est pas au pouvoir ? Je te parle même pas de Netanyahou. Je te parle tu vas m'énerver. Je te parle même pas de Netanyahou. Je te parle de ceux qui... Parce que dans le plan Trump, le 14 points du désarmement de la bande de Gaza, 20, 14... Non, 14, c'est l'Iran, excuse-moi. Donc Israël devait se retirer de certaines zones. Et il y a tout ce qu'Israël a à faire. Ok. Mais de l'autre côté, il y a tout ce que le Hamas doit faire. Et donc, au milieu, tu as l'Indonésie, la Turquie, qui sont censés faire... Et le Qatar, voyons. Nos amis Non, arrête. Les Qataris. On vous adore tellement. Chez Netanyahou. Et donc, tu as eux qui sont censés faire le lien entre Hamas et Israël et de faire avancer un peu cette histoire-là. Et donc, c'est eux qui vont vers le Hamas. C'est même pas l'armée israélienne. Et c'est eux qui vont et qui leur disent « rendez-nous ». Et pas du tout. Et le problème, encore une fois, on en a parlé... Indonésie, Turquie, d'Erdogan et trucs, c'est aussi des mecs qui sont soutiens du terrorisme. Mais ce que je veux dire, c'est que même eux qui sont... Mais ils n'ont pas d'intérêt à les désarmer, c'est fake. Mais même eux, ils vont... C'est ce que je te dis, c'est qu'il n'y a personne, encore une fois, il n'y a personne pour faire le boulot, il n'y a que Tsahal. On en a parlé 1000 fois. Moi, ça me rend dingue. Les mecs qui votent pour Netanyahou, écoutez. Bon, je pense qu'ils n'écoutent pas. Non, ceux-là, je pense... Enfin, peut-être qu'il y a des Français ou des francophones qui sont plus à droite qu'à gauche. Écoutez les gars. C'est un gouvernement de droite. C'est un gouvernement de plus extrême droite qu'on ait jamais eu. C'est un gouvernement qui gueule et qui nous fait des torts dans le monde entier pour nous dire qu'il faut tuer tous les terroristes. Tuer même plus que des terroristes, les Arabes, les Palestiniens, et j'en passe. Et au final... On va être censuré là. Ouais, tu couperas. Au final... Ouais. C'est ce que le gouvernement a dit. Je vais être comme Yair Golan à dire que le gouvernement dit des trucs. On va m'accuser moi de dire les choses. Ouais, donc tu es... Au final, ce gouvernement de Netanyahou, il est tellement faible
Il est tellement nul en sécurité. Mais c'est ça, Il est quoi. tellement incapable de nous apporter la sécurité qu'aujourd'hui, après le 7 octobre, après le pire pogrom qu'on ait vécu depuis la création de l'État d'Israël, la pire tragédie du peuple juif depuis l'Holocauste, Netanyahou n'a non seulement rien fait de durable à Gaza, et maintenant il donne à des mecs qui soutiennent le Hamas de façon indirecte gérer les négociations. Où est notre souveraineté ? C'est notre souveraineté. On a fait cette guerre à Gaza, où moi je pense qu'on est allé trop loin. La réalité, elle est qu'on a fait cette guerre à Gaza. Gaza est dans un état catastrophique. Maintenant, il y a la possibilité de reconstruire. Les Gazaouis veulent être reconstruits sans le Hamas. On a une possibilité Oui, mais il faut historique. désarmer le Hamas. On leur demande leur avis. Que Netanyahou, il a demandé son avis aux Palestiniens. Alors pourquoi maintenant il demande son avis ? Il est tellement faible. Alors la question ça devient ensuite donc une question tactique. Et donc, est-ce que Israël retourne dans la bande de Gaza, donc se réengage militairement parce qu'il faut aller les désarmer, donc il faut aller les chercher les uns un par un. Mais ça peut être aussi diplomatique. Retourner chez Trump et dire Trump, on se fout de ta gueule. Oui, alors encore une fois, si c'est diplomatique, il va falloir que tu aies quelqu'un en face qui dise « Ok, moi je suis d'accord pour faire le boulot », c'est-à-dire pour envoyer des troupes, des soldats, parce que mais encore une fois, là, ce que tu dis, tu as raison, c'est too late. Il fallait le faire tout de suite, avant de sortir. D'accord, mais bon. Et c'est ce que Netanyahou il fait. Au final, il nous met dans un bourbier. Il n'a jamais ce genre de solution. Mais parce qu'il veut, il est faible et parce qu'il il sait que envoyer l'armée. C'est-à-dire que c'est que envoyer nos enfants mourir. C'est même pas lui qui les envoie, c'est-à-dire c'est l'armée qui réagit. Oui, lui, comme il ça, se lui, réveille. c'est pas sa responsabilité. Il se réveille et dit mais on m'avait pas réveillé parce que cette histoire du 7 octobre où soi-disant il n'était pas là les premières heures parce que personne l'avait réveillé. Alors qu'après on a vu qu'il était réveillé. Alors qu'on savait très bien que. Mais bon, alors donc on envoie tout le temps l'armée, c'est l'armée qui sait. Mais l'armée ils savent faire, ils savent régler les problèmes au niveau militaire. Mais après faut quelqu'un qui soit chef d'État et qui fasse vraiment le boulot. Et là on est d'accord que. On est d'accord que ce que Netanyahou nous amène, c'est un nouveau 7 octobre. C'est rien, quoi. Mais je pense que là, les prochaines élections, je ne sais pas s'il va tenir. Alors, ça nous amène au sujet numéro 2 de l'actualité, qui est qu'il semble qu'il va y avoir, dès la semaine prochaine, des élections anticipées, c'est-à-dire que les élections vont être lancées la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, on vous l'a déjà expliqué, en fait... il y a une date prévue pour des élections, mais c'est très rare qu'un gouvernement israélien tienne les 4 années de son mandat. Ouais. Et en fait, dans des coalitions, dans un système de coalition avec des intérêts particuliers où on donne beaucoup de poids aux petits partis, ces petits partis, quand ils ne sont pas contents, ils se barrent et ça fait tomber le gouvernement et on va aux élections. Et c'est ce qui est en train de se passer avec un sujet central qui est sur la table depuis très longtemps et qui est très sensible depuis très longtemps, qui est lié à ce qu'on vient de vous dire juste avant, qui est effectivement la loi la loi pour faire s'engager à l'armée une partie des ultra-orthodoxes qui, selon la loi israélienne, sont censés s'engager tous, comme tous les citoyens juifs comme tout le monde aller à israéliens. l'armée et ils y vont pas. Ils y vont pas. Et donc, du coup, on nous fait encore une fois une manipulation où on nous parle de Chok HaGiyus, donc une loi de service militaire. Alors que c'est une loi pour les déserteurs. Pour les déserteurs, voilà. Pour légitimer la désertion. La désertion. Ils essayent de faire passer une loi pour la désertion. Et même cette loi qui est donc déjà leur donne un privilège énorme dans la loi, c'est-à-dire on va créer une discrimination positive en l'occurrence, parce que soi-disant ils doivent aller prier en yeshiva, donc on leur dit... Ils sauvent Israël en allant prier. C'est bien connu. C'est leur grand argument. C'est bien connu qu'à chaque fois que les Iraniens envoient un missile, on envoie des unités de prieurs et ils se mettent à prier tous ensemble. Ça va tellement bien que ça fonctionne bien leur prière. Ça marche tout le temps. On le voit bien. Mais en gros, eux, leur argument, c'est au final, si on ne priait pas, Israël n'existerait plus. Ouais, donc bon, face à ça, voilà. Et en fait, ce qu'on se rend compte que c'est une énorme arnaque. Et c'est que les 18-22 ans qui prient, les autres non. Oui, ça, voilà. Les plus jeunes, ils prient pas, et puis après 22 ans, on arrête de prier aussi. Donc c'est que on continue de prier, mais c'est ceux qui doivent être à l'armée qui comptent vraiment. Voilà. Donc, et en plus, ce qu'il faut savoir, sans ironie, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment, ils se servent de cet argument. Oui. Et ça marche. C'est-à-dire, ils disent, si nous on priait pas, il y aurait pas d'Israël. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas l'armée. Et ça marche. Enfin, c'est incroyable. Nous, on a l'habitude d'entendre ça. Toi et moi, on a l'habitude depuis le temps. Mais c'est incroyable. Ouais, puis il y a une époque avant où ils osaient pas le dire, ensuite ils le disaient, et puis depuis le 7 octobre, on s'était tous dit, ils vont plus pouvoir dire ça parce que vraiment il y a des besoins urgents
d'hommes qui doivent s'engager à l'armée. Et malgré tout, ça continue. Donc le gouvernement de Netanyahou, Ben Gvir, qui est soi-disant un gouvernement sioniste, fait la réforme la plus anti-sioniste, qui est d'affaiblir l'armée israélienne. Il faut le dire comme ça. Oui, en plus, il y a Adut Torah, c'est-à-dire parce que chez les orthodoxes, il y a Chasse et il y a Adut Torah. Et donc il y a Adut Torah, mais ils sont carrément antisionistes eux-mêmes. C'est-à-dire eux, on ne reconnaissent même pas Israël. Et il y a dans leur groupe, il y en a qui sont vraiment très très antisionistes. C'est ceux qu'on voit souvent dans les manifs à l'étranger, qui sont avec les Palestiniens en train de dire nous on ne reconnaît pas Israël. Donc c'est les mêmes. Oui. Et donc Yamin al-Maleh. Yamin al-Maleh. Et donc, là, le gouvernement devait faire avancer, parce qu'il y a aussi des contraintes légales. La Cour suprême a imposé au gouvernement de faire passer cette loi. On vous avait fait un épisode sur les budgets qui étaient passés, les budgets de vol public qui étaient passés, où les ultra-orthodoxes avaient gagné sur notre dos 6 milliards de shekels. Et par rapport à ça, c'était des budgets qui étaient censés être mis en place pour compenser, justement, un peu pour les calmer sur le fait qu'on leur faisait rentrer dans le gosier une loi où ils allaient s'embarquer à l'armée. Ouais. Et donc on avait prévu, ce qui est toujours n'importe quoi, mais la Cour suprême avait dit vous avez ce budget pour justement un peu calmer les folies. Et ils ont non seulement pris l'argent, mais ils ne s'engagent pas à l'armée. Et maintenant, ils disent à Netanyahou, écoute, si c'est comme ça, on a notre grand rabbin qui nous a donné son accord. On ne fera pas partie de ta loi qui va nous empêcher, alors que vraiment, je crois que c'est une loi où il y a quelques milliers, au lieu de, je crois qu'ils sont censés être 200 000 à s'engager. Mais c'est comme ça, enfin 80 000 et au total 200 000. Donc, au final, même cette loi qui est rien, et ils n'auront jamais mieux que ça, ils préfèrent menacer de dissoudre la coalition. Mais de toute façon, ils montrent leur vrai visage. Eux, ils sont là. Parce qu'on le répète à chaque fois, parce qu'il y en a, ils essayent de faire croire, ouais, mais les religieux, ils sont de droite. Non, les religieux, ils sont pas de droite. Les religieux, enfin, les ultra-orthodoxes, ils sont rien. Ils sont juste là pour ne pas être à l'armée et pour la thune. Pour vivre sur le dos des autres. Voilà. Ils sont vraiment en mode, nous, on a besoin d'argent et on veut cette loi pour pouvoir déserter, mais que ça soit normal, que ça soit qu'il y ait une loi. Et si vous nous donnez ça, bah nous on vote ce que vous voulez, nous on s'en fout. Voilà. Et donc là c'est plus possible. Et donc là, le problème, c'est que là, Netanyahou, il a des problèmes pour expliquer, mais alors, ce gouvernement qui était censé être de droite, donc ils sont pas avec vous, ces gars-là ? Ouais. Parce qu'à chaque fois, il essayait de faire croire que non, les orthodoxes, ils sont de droite, ils sont avec moi, bien sûr, parce que je suis de droite, et après, ils se reconnaissent dans la droite. Après, je pense qu'il y en a qui sont vraiment, certains des députés, enfin, tu vois, même au chasse et tout, je pense qu'il y en a qui se définissent quand même de droite. Ils sont pas de droite, ils sont corrompus comme la droite, c'est la même corruption. Oui, parce mais qu'il y avait ils sont pas du tout, ils font rien qui a rapport avec la droite. Ni économiquement, ni sécuritairement. Oui, mais surtout, la droite, généralement, c'est censé être au niveau sécuritaire et tout ça, les plus va-t-en-guerre et tout ça. Ah, mais là, ils sont très va-t-en-guerre, mais avec nos gosses à nous, pas les siens, pas les leurs. Tu peux pas être va-t-en-guerre si tu veux déserter. Tu peux pas faire les deux. Si, regarde, Derry. Non, mais... Il est dans... Ouais. Ah oui, Derry, oui. En finale, c'est encore pire. Lui, c'est pour ça que moi, j'espère que les Israéliens vont se révolter. Mais les Israéliens sont bêtes. Excuse-moi de te le dire, on est au 12e épisode et je te le dis. Dis-moi tout. Les Israéliens sont bêtes. Pourquoi ? Parce que tu sais, les Israéliens, c'est ce genre de gars qui vont aller en Inde où ils vont faire un tioul, ils vont faire un voyage, ils vont aller en Inde, et là le gars il va essayer de leur vendre un truc à 5 € et donc ils vont discuter, non, pas 5 €, 4 €, non pas 4 €, 3 €, et donc tu vois ils aiment les négociations, ils veulent pas se faire avoir. Il y a un mot qu'on dit souvent en hébreu, c'est fryer. Ouais. Fryer, c'est celui qui se fait avoir. Et ils supportent pas d'être les frayerim, c'est-à-dire ceux qui se font avoir. Et donc ils vont discuter les prix et tout ça, ils vont avoir l'impression automatiquement qu'on essaye de les entourlouper. Ce qui est normal pour quand tu vas à l'étranger et que tu es touriste, et bon, tu te fais arnaquer souvent. Ouais. Mais bon, eux, c'est soi-disant les pros de moi, je me fais jamais arnaquer, je suis pas un frayeur. Oui. Et en fin de compte, à
Donc ça, c'est à l'international, c'est quand tu vas à l'étranger et tu arrives à gratter 3 shekels. Mais en Israël, c'est eux les plus frayerim, mais du monde. Ouais. Enfin, tu as rarement un peuple qui est plus frayeur que ça. C'est-à-dire, ils envoient leurs gosses année après année après année à l'armée, alors qu'à côté, tu en as qui sont là, Et qui vivent sur leur dos. Ouais. C'est-à-dire, ils vivent de nos impôts. Et ils ont des meilleurs services publics que nous. Et tu as les prix qui montent du soir au matin et qui se plaignent tout le temps, mais qui vont toujours revoter pour ce gaonador Netanyahou qui vraiment il parle un anglais super et donc c'est pour ça qu'on vote pour lui. Mais il n'y a pas plus bête que ça. Mhm. Et ça fait presque 20 ans que ça dure. Et ils sont là à t'expliquer non, mais non, sans lui, qui on serait, qu'est-ce qu'on serait devenu. Oui, c'est vrai que ça va pas très bien, mais c'est pas de sa faute. Et ça me tue. Ça me tue de voir les Israéliens. Ouais. Mais... Non, il manque une case. Le truc, il se fait pas. La connexion intellectuelle, elle se fait pas. Quoi. Non, mais t'arrives à leur faire croire. Il y a un bourrage de crâne. Et donc, du coup, la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ? Il va y avoir une proposition de loi qui va être proposée pour faire dissoudre la Knesset. S'il y a une majorité qui vote, donc c'est-à-dire si ce parti d'ultra-orthodoxe vote avec l'opposition pour dissoudre la Knesset, il y a une majorité. Et donc, on va aller aux élections. On va aux élections dans 90 jours. De toute façon, c'est ce qu'il voulait, Netanyahou. Netanyahou voulait ça parce qu'il ne voulait pas, à mes yeux, faire sa campagne électorale comme elle est prévue, qu'on arrive jusqu'au 27 octobre. Et donc, tout le mois d'octobre, ça aurait été les Askarot, donc les cérémonies de commémoration des morts du 7 octobre. Et des soldats qui sont tombés. Et on sera là pour lui rappeler. Mais on aura une campagne qui devrait du coup arriver à peu près au 1er septembre. Et d'expérience, je peux dire que les campagnes électorales qui sont en été, il n'est pas bête, ce Netanyahou, il sait exactement ce qu'il fait. Ce sont les campagnes qui mobilisent le moins les Israéliens, parce que surtout dans une situation où on va savoir s'il y aura une autre guerre, mais en tout cas l'été, les enfants sont en vacances, les gens partent, les gens vont s'aérer, ils n'ont pas envie de parler de politique, ils font genre tout va bien, ils vont à la plage. Là, ils partent pas, parce que il n'y a pas d'avion, et je ne pense pas que ça va revenir de sitôt. Et je pense que là, il y a Je te disais il y a 5 minutes qu'ils étaient bêtes. J'aime bien dire ils sont bêtes, comme si moi je faisais pas partie des Israéliens. Bah pas là-dessus. Tu votes pas Bibi depuis 20 ans. Mais on est Israéliens quand même. Mais ça c'est un réflexe de Français, tu vois. Genre c'est pas nous. Genre. Ah non, moi je suis pour. Mais là pour le coup, vraiment ce truc-là, moi il y a plein d'Israéliens que je connais qui sont pas frayerim sur ça. Non, c'est clair. Juste, en tant que société, oui, je suis d'accord qu'on est frayerim. Et je pense que là, il y a un ras-le-bol. On est frayerim quand on paye notre café. Je pense qu'il y a un ras-le-bol. Café 18 shekels aussi. Oh, putain. Ça, toi et moi, on est frayerim. Le prix du beurre, ça m'en fout. C'est combien, 20 ? Alors, le beurre le plus nul qu'il y a en Israël. Mais vraiment, il est pas dégueu. Le président, c'est le beurre, mais... Président, il est quoi, 22 ? Le président qui font venir, parce que voilà, on importe du beurre président, il est à 22-25 shekels. Ça fait 7 euros. Je sais pas, je connais pas le... Ouais, ça fait 7 euros. On va dire, la plaque de beurre. Et le beurre israélien, Tnuva, qui est censé être... la base. La base, quoi. Qui n'a pas de goût, pas de couleur, pas de... Qui est blanc déjà. Déjà, il est blanc. Donc, et tu vois, beurre... quand tu le fais fondre, tu fais un gâteau, tu le fais fondre et ça fait des petites particules. Voilà. Et genre, t'as l'impression qu'il y a un problème, mais en fait, le problème, c'est le beurre lui-même. C'est toi. Le problème, c'est que t'as pas compris. Le problème, c'est que t'es pas en France. Et ce beurre-là, il est déjà à 11 shekels. 11 shekels, c'est 3... Ouais, 3 euros. 3... Pour un truc insipide et dégueu. Et c'est juste un exemple. Je dis le beurre. Le prix de l'huile d'olive, alors que tu fais de l'huile d'olive ici. Pas de l'huile d'olive à 44 shekels. Ouais. Les 750 millilitres. Mais c'est de la folie. Et ce qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas pourquoi on devient fou, c'est qu'il y a un phénomène qui est aussi un phénomène de frayerim, qui est très unique à Israël, c'est que plus on va dans la périphérie géographique et sociale, et en fait, on a les mêmes prix. C'est-à-dire que tu vas à Afula, dans le nord d'Israël, qui est une ville avec un niveau de vie, niveau social, économique et social beaucoup moindre que celui de Tel Aviv. Et pour autant, tu as le même prix. C'est-à-dire que la réchette, la chaîne d'un resto comme Landwehr, elle va te faire le même prix pour ta salade. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent, voilà. Mais non, et je ne comprends pas comment c'est possible. Comment à Afula, on paye une salade 67 shekels ? Ça marche.
C'est que encore une Enfin, fois, on est Frayerim. Frayerim. Les gens payent. Moi, je Voilà. paye pas. Moi, il y a des trucs, je les achète pas. Quand c'est trop cher, Genre quoi? genre le beurre, par exemple. Et tu manges quoi? Non, c'est pas que j'achète pas de beurre, mais je vais pas acheter une plaque président à 25 shekels. Je me refuse ça. C'est pas que je les ai pas, les 25 shekels. Oui, c'est c'est que ça me- inacceptable. Et- Non, mais c'est inacceptable. Mais ça, c'est mon réflexe de français. Oui, mais tu fais de ça. dire- Moi, je faisais ça, mais au bout d'un moment, tu peux plus rien acheter en fait. Ben voilà, mais Donc, c'est pas que Frayerim par rapport au aller à l'armée. Mais C'est c'est- Frayer de tout. C'est-à-dire, on n'a même pas d'attente à ce que notre gouvernement, enfin, en tout cas, nous, oui, mais je veux dire, au final, Bibi, il est élu d'année après année. Il trouve des excuses de pourquoi la vie coûte si cher. est-ce que tu veux un truc qui va te faire... Mais tu vas pas y croire. Vas-y. Tu sais, J'ai peur. tu sais que Netanyahou, à chaque fois, cette histoire de la hausse des prix, du prix de la vie, elle revient. Oui, bien sûr. Donc tous les ans, ça revient. Et comme ça fait presque 20 ans que ce cher camarade est au gouvernement, bah, les gens ils commencent à lui dire bah, c'est quand même un peu de ta faute. Enfin, avant, c'était la faute à Rabin, mais bon. En Oui, ça fait un 94, petit bail. vous lui avez mis 3 balles dans le dos. Donc depuis le temps, bah, c'est plus de sa faute. Et donc, il crée Enfin, des- quoi qu'ils utilisent Oslo pour. Ils continuent à dire que c'est Il y a la faute toujours un Oslo. truc, C'est ouais, toujours la faute de c'est Rabin. la faute à Golda Meir. Mais et donc il fait son grand truc, c'est avant les élections, il crée une commission Mhm. sur la hausse des prix, et donc ça va être la commission qui va aller chercher la cause de la hausse de Les ces prix responsables. et qui va et tu sais combien il en a fait, et à chaque fois c'est lui le Yoshev Roche, c'est lui le chef de la commission. Dis un chiffre juste pour le fun. Je sais pas, 5. 11 Il a même pas été élu 11 fois. 11 commissions. Je te parle d'avant Ouais, c'est faux. je te parle d'avant le 7 octobre. C'est dingue. Avant le 7 octobre, il en était à sa 11e commission. Je me rappelle qu'on avait fait un reportage là-dessus. C'est fou. Mais c'est de la folie, quoi. Et les Israéliens, ah ouais, mais non, mais là, ça y est, ils rentrent dans Et l'histoire tu sais que. et, ouais. et ils achètent. Et tu sais que par rapport à. On continue sur les prix, les Haredim et tout. Dans les villes des ultra-orthodoxes, les ganim pratim, donc les maternelles privées, Ouais. elles coûtent entre 1000 et 3000 shekels. À Tel Aviv ou même à Afula, tu vois, Ouais. tu pars, c'est entre 4000 et 6000 shekels. Ouais. Le SMIC en Israël, Par mois. oui, paye par Pas enfant. an, pas par an, par mois. 7000 shekels en euros, ça fait. Non, 7000, non, c'est jusqu'à 6000. 6 000 d'après ce que shekels. je connais. Ouais, ici à Tel Aviv, Non, 6000, je crois pas que ça vaille beaucoup plus. 6000, ça fait 1500 euros. Quand le Par SMIC est à... Juste pour envoyer 6 000. tes enfants à la maternelle. Donc en fait, le SMIC, il est l'équivalent du prix Ouais. au GAN. Et ça, voilà, bah, il faut faire une commission. Bah, il y a des commissions, il y a plein de commissions. Alors, Et là, on peut faire la transition quelle transition. sur la Aliyah. Ah, ben voilà, on est parti. Ah, et on va juste vous dire, petite parenthèse, samedi, Eurovision, Israël, je sais que Ronnie, en fait, il en a rien à faire, on vient de découvrir ça Ouais, juste avant. ça me- Moi, je t'avoue que j'étais un peu persuadée que c'était ta cam. Mais alors, vraiment, mais Genre, alors, je me suis dit, ta fille, je sais pas, ta femme, il va y avoir une ambiance dans la famille, je sais pas, tu vois, je me suis imaginé un truc, mais alors pas. la dernière fois que j'ai regardé l'Eurovision, je pense que c'était encore en noir et blanc, quoi. T'as pas regardé quand Neta a gagné, t'as pas regardé des trucs comme ça? Ça m'intéresse, mais tellement pas du tout. Putain, mais le sionisme, Ronnie, un peu de Gehava, de fierté. Je sais pas, c'est devenu Puis ils sont un peu- forts, c'est quoi. la cour des miracles, ce truc-là. J'aime Ah mais pas. oui, mais c'est ça le concept, c'est que J'aime c'est pas du tout. cringe, c'est bizarre, Il y a c'est toujours ça, des tu vois. trucs chelous. Je sais pas. La dernière fois que j'ai vu, c'était poupée vu de Dada poupée de International, cire, quoi. puis poupée de son. Ah ouais, t'es grave. Voilà quoi. France Gall. La dernière fois que j'ai vu l'Eurovision, c'était France Gall. Non, vraiment. Plus ou moins, je sais pas. Mais quoi, chez vous, vous regardez pas ça? Non, moi personnellement, non. Bon, bah alors on peut pas compter sur Ronnie. Écoutez, je fais juste un petit brief du coup. Celui qui représente Israël cette année, c'est un franco-israélien Ah là là, on est qui parti. chante Michel, à moitié en français aussi. Michel, genre des Beatles. Mais non, oh, putain, mais Ronnie. C'est Non quoi mais ce un bordel son, dis-le dans les commentaires, mais ça va pas, mais t'as pas entendu la chanson. Même pas, non.
Écoute. Ok, je vais l'écouter. Avant le prochain épisode, que tu nous donnes ton avis, on va découvrir ça. Et donc, Israël est toujours très fort. La communauté LGBT en Israël est passionnée. Il y a toujours des événements. Moi, d'ailleurs, samedi soir, je vais à un événement. Toute la communauté et tout. Bref, ça va être trop bien. Et donc, l'Eurovision, c'est devenu un truc super LGBT. Oui. Ouais. Pourquoi ? Alors, j'avais vu un super reportage là-dessus. C'est hyper intéressant. Particulièrement en Israël, je pense, si je me souviens bien, mais je suis pas du tout une experte dans le... C'est-à-dire, j'aime bien l'Eurovision, mais je suis pas experte non plus. Il faudra demander à Julien Baloul ou à d'autres copains qui sont vraiment, pour le coup, super calés. Je crois que, notamment parce que Dana International avait, en fait, un peu lancé la présence. Alors, il y avait Amanimino Bonebe. Alors, ça, c'était avant. Voilà. Après, Dana International. Et je pense que ça a vraiment, en fait, lancé cette. Ouvert la porte. Ce lien entre, justement, cette possibilité de liberté, de représentation complètement libre avec des communautés. Et le fait que ce soit un peu folklore, extravagant et tout, il y a un truc, voilà, ça marche. Ok. T'étais pas allé au concert de... Non mais attends, mais l'année où on avait hosté le... Not me. Bon, alors là, franchement, Ronnie... Je peux te parler de NBA si tu veux. Alors voilà, donc du coup, on espère qu'on va gagner. Et en tout cas, rendez-vous samedi soir. Votez pour Israël. Apparemment, je voyais sur les réseaux sociaux, les gens mais sont hystéros. Parce que déjà, ils veulent pas Israël. Ils veulent pas... pendant qu'on chante, ils veulent nous bouser nos machins. Et en plus, ils ont inventé des théories de complot comme quoi Israël paierait des gens pour voter et tout. Et en fait, ils comprennent pas que c'est juste, en fait, tous les gens et les juifs du monde entier et les gens qui en ont marre que on se fasse boycotter, qu'on en marre que, en fait, qu'ils savent qu'il n'y a pas de génocide et tout. En fait, ils voient ça comme un acte politique de soutenir Israël. Ouais. Et donc, en fait, tu vois que l'Europe vote pour Israël et tout le monde dit, ouais, il y a forcément un complot, c'est forcément Netanyahou qui est derrière ça. Et en fait, c'est juste que les gens, ils en ont ras le cul. Ah, ça doit les rendre fous, quoi, les... Ouais, ils en ont ras le cul. Les anti-sionistes. Voilà. Le LFI, là, il doit être par terre. Ah ouais, ouais. Et donc, ils ont même changé... Ils ont même changé... Non. Ils ont même changé les règles de l'Eurovision pour donner plus de poids aux arbitres et moins au public. Ah ouais, parce que... Pour défoncer Israël. Et là, récemment, cette semaine, j'ai vu qu'ils sont en train de faire des pourparlers pour essayer de virer Israël de l'Eurovision et de transférer Israël dans l'équivalent de l'Eurovision en Asie, qui est inconnu. C'est clair. Voilà. Donc, tu te rends compte à quel point ça va loin. C'est l'Asivision. Donc, votez. Par contre, ça, je regarde souvent l'Asivision. L'Asivision. Donc, voilà, votez. On soutient Israël. Je crois qu'il y a aussi d'autres candidats qui sont assez sympathiques. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite pina, la petit passage Eurovision, parce qu'on peut quand même pas... voilà, là, Israël va être excité, à part Ronnie qui ne s'est pas excité avec nous. Je suis désolé de ne pas suivre l'Eurovision. Oui, mais t'es quand même un des seuls en Israël. Quand j'étais petit, on regardait l'Eurovision. C'était bien, il y avait la minute. Non, mais là, tu vis dans un pays où ça... Ça, c'était sympa. Ah, bah alors, ils ont changé. Attends, mais il n'y avait pas tout. Attends, faut que tu vois ça. Ils ont changé le petit jingle de transition. Et ça ressemble à la Hazaka. Ah, carrément. Ça la mets pas. Genre le truc, genre dramatique. Bref, regardez, votez, soutenez Israël et les autres candidats que vous aimez. Et ce serait génial qu'on gagne. Comme ça, l'Eurovision est obligée d'être en Israël l'année prochaine. Ça serait tellement improbable. On invite Mélenchon. Ça serait tellement... Mais je crois que tous les pays se désisteraient. Genre. Il y a eu des pays qui ont dit qu'ils ne venaient pas à cause d'Israël. Ouais. C'était nous, on ne vient pas parce qu'Israël, ils viennent. Eh bien, très bien. Eh bien, très bien. Il y a quoi Je sais pas. Irlande, non? Il y a celui qui a ramené son trophée complètement... Qui marchait plus? Qui était détruit. Il l'a cassé, il l'a rendu en disant à cause d'Israël. Bref, voilà. On passe à notre sujet, Aléa. Non, parce que lui aussi, il est franco-israélien. Donc, c'est intéressant de voir qu'au final, il y a tout ce truc, en fait, qui est très lié au quotidien. C'est pas du tout, t'as fait ton aléa d'Italie et il n'y a jamais vraiment de... Les Israéliens, ils ont une image de la France, ils ont une image des Olympes de France. Tu peux pas dire un mot sans qu'on te fasse ton accent, sans qu'on te dise... Dis un truc en français, ça c'est le... Ouais, dis un truc en français. Ah, mais moi, ils te disent, moi aussi, je parle français, j'ai appris j'ai appris comme ci, comme ça. Ouais. Comme ci, comme ça, ils savent tous. Ils disent quoi d'autre comme truc? Comme ci, comme ça. Voulez-vous? Ah, ouais.
Non, il y a des trucs comme ci, comme ça. Bon, bref. Écrivez-nous ça aussi. Si vous avez fait votre alia. Ou si vous, à chaque fois que vous venez en Israël, on vous dit ah, tu es français. Toi français. Toi français. Il y a en ce moment, il y a beaucoup d'expos genre alia à Paris. Genre comment faire votre alia, tout ça. J'ai vu qu'il y avait des. Ah ouais Ouais. Ah, il y a des salons. Ouais, salons. Oui, mais ça, c'est toujours. Alors là, l'agence juive, apparemment, il lance un truc. Je vais demander à être payé par l'agence juive. Vraiment des aliyas, enfin des aliotes, donc organisés pour les métiers de la santé. Oui, je sais. Donc là, moi, j'ai une copine qui fait son alia, Laura, dédicace, en juillet, avec son mari, ses 3 enfants. Et ils vont vivre au kibbutz Yechiam. Waouh. Et elle va être médecin, c'est elle qui est médecin. Elle est médecin généraliste. Elle va être le médecin du kibbutz. Non, à Naharia, qui est juste à côté. C'est 15 minutes. Bonjour. Et donc, du coup, c'est génial. Comment t'as dit qu'elle s'appelle? Laura. Laura, est-ce que tu es venue à Naharia, Laura? Elle est venue. C'est une vraie sioniste. Elle est venue. Elle sait où elle arrive. Elle arrive à Yechiam. Elle sait qu'elle va à Naharia? À Naharia? Ouais, d'ailleurs, j'ai des potes à Naharia. Tu y es allé, toi? Tu sais où c'est? sûr. T'as vu l'entrée de la ville? T'as vu un peu le style de Naharia? Pseder, c'est honnête. Oh non. Sionisme. C'est un peu ça, en fait, l'ALIA. Si on te vend un truc, la Startup Nation, Naharia, et en fait, t'arrives. C'est désolé, quoi. Ouais, mais c'est ça le sionisme aussi. C'est pas que d'aller à Tel Aviv. Moi, tu vois, je trouve que les premières années de ton alia, d'aller voir ce que c'est Israël de l'intérieur, dans un kibbutz, dans un moshav. Mais quand tu as des villes qui n'ont pas changé depuis les années 70, 80, justement, c'est la migration qui peut faire bouger les choses. Il y a un problème. Je suis pas sûr. Parce qu'il faut quand même... Enfin, tu peux faire venir des gens, mais si encore une fois, le gouvernement, il fait pas son boulot, il met pas T'as vu qu'il y a l'argent derrière. Une alia massive d'Inde que tous les ménagers... ouais, c'est Bibi qui regarde. Enfin bref, peu importe. Donc, au final, moi, je trouve que quand tu fais ton alia, il y a quelque chose déjà qui est un peu autour d'un fantasme un petit peu, tu vois. Après, ça dépend à quel âge, ça dépend ce que tu comprends vraiment, est-ce que tu parles hébreu, est-ce que tu parles pas hébreu, mais il y a un truc comme ça de faire partie. Moi, je dis toujours ça, c'est le plus grand projet du peuple juif, au final, Israël. Et du coup, mettre sa pierre à l'édifice et avoir beaucoup d'espoir. Je pense que ceux qui font l'Alia, on est quand même plein d'espoir d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, de laisser derrière soi des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins. Moi, j'ai pas fait mon Alia à cause de l'antisémitisme ou quoi. J'ai vraiment fait mon Alia par envie d'être ici, par amour pour Israël, pour les gens, par les expériences, par les amis que j'avais ici et envie vraiment de travailler, de contribuer et de voter. Surtout, je crois que j'en avais aussi ras-le-bol que en tant que juive, on me prenne pour... Tu te lances Eurovision, là? Tu nous fais un... Non. Tu nous fais un solo. J'ai pris le micro à la main. Tu vois, il y a un truc... Tu nous fais un moment sioniste. Et tu vois, et c'est aussi l'occasion un peu de parler de ce que c'est le sionisme pour nous, je pense, parce que aujourd'hui, c'est complètement dans les mots complètement utilisés pour dire génocide, au final. Alors que le sionisme, c'est cet élan, c'est ce mouvement de libération du peuple juif, cette vision qui va nous amener à un mouvement politique et historique, qui va nous amener en tant que peuple, de revenir sur les traces de nos ancêtres, sur cette terre qui, selon beaucoup, nous aurait été promise par Dieu. Mais moi, j'ai pas cet aspect religieux nécessairement. C'est plus... Il y a des preuves que le peuple juif a été depuis tellement d'années, tellement de siècles lié à cette terre et en fait faire partie d'un mouvement qui va nous permettre en fait d'être chez nous et de faire ce qu'on veut chez nous. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et moi, j'ai pris conscience de ça peut-être Bediavad, c'est-à-dire a posteriori en étant en Israël, à quel point en fait... encore une fois, moi, j'ai pas beaucoup vécu d'antisémitisme. J'étais je vivais dans un quartier pas du tout avec des juifs et tout, mais j'ai pas vécu ça frontalement, tu vois. Donc, t'étais chez toi. Tu te sentais pas chez toi en France? Et pour autant, je pense qu'il y a des trucs. Si, bien sûr, je me sentais chez moi. Pour autant, il y a des trucs en fait de mon identité qui étaient mis en sourdine. En tout cas. Du genre. Du genre, tu vois, des phrases au bac. Si le prof qui te demande à l'oral ce que c'est comme prénom Shana, voilà, c'est pas évite, tu vois, mais est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est juif polonais ou quand je monte dans le métro ou dans le bus, je mets Magen David de façon automatique
dans le dos. Et j'ai aujourd'hui plus de Magen David parce qu'aujourd'hui, j'ai plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs comme ça. Et ça, je m'en suis rendu compte. Un jour, j'ai fait. Donc, après avoir fait mon alia, 2-3 mois après, je suis montée dans le bus 25 à Tel Aviv pour aller à l'université. Et j'ai step up, j'ai mis mon pied dans le bus et j'ai pris ma Magen et je l'ai mise dans le dos. Et là, je me suis dit, mais il n'y a pas besoin. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est des trucs, en fait, c'était tellement internalisé. C'est pas que j'ai vécu des trucs, c'est pas que ma mère, elle m'a disait, évite de dire que tu vois, de mettre ta Magen David quand tu vas au bac parce qu'on sait jamais, ça sert à rien de se faire des ennemis pour rien. Des trucs comme ça, en fait, qui sont intégrés, je pense. Des peurs comme ça, folles de, tu vois, de ma famille qui a quand même été déportée de France, de trucs. Et tout cet aspect-là, d'un seul coup, la transition entre être une minorité et devenir la majorité, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Ouais, moi, j'ai pas du tout vécu ça comme ça. Enfin, bah, dis-nous. Non, mais ouais, non, mais enfin, je comprends ce que tu dis, et je crois qu'il y a de plus en plus de gens, enfin, surtout en Europe, surtout en France, puisque la France c'est la première communauté juive. d'Europe, je pense qu'il y en a de plus en plus qui se demandent est-ce qu'on se barre? Est-ce que c'est pas le moment de se barrer? Ouais. Vu la montée de l'antisémitisme, vu ce qui se passe avec tout ce qui est réaction à ce qui se passe en Israël. C'est sûr, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, c'est clair. Mais en ce moment, il y en a beaucoup. Tu pars pas dans un pays en guerre parce que tout va bien. Tu pars pas dans un pays en guerre parce que le peuple juif et tout ça. Tu parles parce qu'il y a un vrai malaise. Tu quittes pas ta vie. Alors, quoi, tu dis que parce qu'il y a de l'antisémitisme, il n'y a plus de sionisme? Je dis parce qu'il y a de l'antisémitisme, il y a plus de sionisme. Non, oui, mais c'est clair. Non, plus, zéro. Moi, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est... La montée de l'antisémitisme en France c'est la raison de l'ALIA. Oui, c'est clair. Bah, donc, il est où le sionisme? Il est là? Bah non. Bah si. Bah si. Alors quoi, c'est un... Tu sais, il y avait une activité à la Chômeur que j'adorais. Quand on était petit, il y avait cette question de est-ce que Israël, c'est le refuge du peuple juif ou est-ce que c'est le foyer du peuple juif? Tant que tu es dans un refuge, en fait, tu es dans quelque chose qui va te protéger. Il y a deux choses. Mais pas nécessairement quelque chose de positif. Il y a les Israéliens et il y a ceux qui viennent en Israël parce qu'ils sont juifs et qu'il y a un problème à l'étranger. Et pour moi, c'est presque deux choses différentes. Mais pourquoi il n'y a pas dans ton option un juif de l'étranger qui vient ici, pas parce qu'il y a de l'antisémitisme? À la création de l'État d'Israël, je crois qu'on avait fait un épisode sur le sionisme. On avait essayé de définir un peu ce que ça voulait dire sionisme. Et moi, je t'avais dit que de mon point de vue, le terme sionisme, il avait presque plus de raison d'être aujourd'hui, puisque l'État d'Israël, c'est un fact of life. Et moi, ça m'énervait de parler et d'avoir toujours à prouver, comme si le Pakistan avait à prouver comme s'il y avait des sionistes pakistanais. Le Pakistan, la création du Pakistan, c'est 1 an avant la création d'Israël. Ok. Personne ne remet jamais en cause le Pakistan. C'est un fact of life. On est d'accord? Oui. Et plein d'autres pays, comme la Syrie, comme le Liban, la Jordanie, tous ces pays qui ont été créés plus ou moins, qui ont eu leur indépendance à la même époque. Donc nous, on est les seuls à toujours être presque obligés à expliquer pourquoi on... Mais c'est indépendant du sionisme, ça. Le mot sionisme, il m'énerve parce qu'il implique qu'il y ait une raison, peut-être, qu'Israël n'existe pas. Mais non, mais pas du tout. T'as pas besoin de sionisme aujourd'hui. Mais le sionisme, c'était avant Israël, et ça continue à être le mouvement de libération du peuple juif et d'émancipation. Libéré de quoi? Libéré de qui? Il y a un pays, ça y est, on est un fact of life. On n'a pas besoin de se libérer. Les Israéliens, ils sont là. Mais de liberté, d'émancipation. On est émancipés. On est émancipés, libérés, on est une démocratie. Oui, mais ça, c'est parce que le peuple juif, on est un peuple et une religion. On n'est pas qu'une religion. Donc quelqu'un qui est un juif et qui regarde Israël, sa connexion à Israël, etc., lui, il ne vit pas en Israël, il n'est pas israélien. Donc il a bien le droit d'avoir cette relation. Et justement... S'il veut, il n'y a pas de problème. Je te dis, à ce niveau-là, oui, pour les juifs qui sont à l'étranger, oui, il y a cette vision d'Israël et du sionisme. Mais pour les Israéliens, il n'y a pas de sionisme. Et pourquoi tu disais, il y a quelques minutes, tu parlais des ultra-orthodoxes qui ne sont pas sionistes? Et eux, ils ne sont pas sionistes du tout. Donc là, tu vois bien qu'il y a besoin du sionisme. Il y a même des juifs israéliens qui ne sont pas sionistes. C'est pas qu'ils ne sont pas sionistes. Enfin, ils ne sont pas sionistes, mais ils ne reconnaissent même pas l'État dans lequel ils vivent. C'est-à-dire, ils sont eux, ils sont anti-sionistes. Okay. C'est-à-dire, eux, ils sont pour le démantèlement
de l'État d'Israël, puisqu'ils ne reconnaissent pas le fait qu'il y a un État, puisque le Mashiach n'est pas encore venu, et tant qu'il n'y aura pas le Mashiach, on ne peut pas s'implanter en Terre Sainte et créer un pays. Donc eux, ils sont dans un mode qui est ultra religieux et qui est complètement foufou. Et on rentre pas... mais eux, ils sont clairement antisionistes. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on les retrouve souvent dans les manifestations antisionistes à New York avec les gars qui ont les drapeaux palestiniens et tout ça. Et ils sont avec eux en leur disant « Ouais, vous avez tout à fait raison. Ouais. Nous, on est aussi pour le démantèlement. » Mais eux, c'est une minorité minoritaire des Israéliens. Mais pour un Israélien qui est né en Israël, qui est deuxième, troisième génération en Israël, pour mon fils ou ma fille, il n'y a pas de sionisme. On est Israélien et c'est tout. On est Israélien. Comme toi, tu serais oui, mais française. Mais quand je suis française, je peux être patriote ou ne pas être patriote. Donc tu peux être sioniste ou pas sioniste. Personne ne remet en cause. Oui, mais ça, c'est indépendant pour moi. Oui, ça, mais je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a le sionisme. Et d'un autre côté, il y a la remise en question de la légitimité d'Israël à exister. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a de l'antisémitisme en France, en ce moment, par exemple, les gens, ils ne viennent pas par sionisme. Ils viennent parce qu'ils cherchent un endroit meilleur où vivre. Non, alors pourquoi ils ne vont pas... Encore une fois, parce qu'ils sont juifs. Et parce qu'ils veulent être avec le peuple. Donc ce lien spécial, alors qu'on vient en pays de guerre, c'est ça le sionisme. Ok, d'accord. Voilà. On est d'accord. Ok, donc ton aléa. Non, on est d'accord, mais on est d'accord qu'il y a un regain, on va dire, de sionisme à cause de l'antisémitisme. Et c'est pas un sionisme pur où de toute façon il y avait ce projet de venir en Israël toujours. Je pense que si. Je pense qu'il y a beaucoup de juifs pour qui c'est un projet, ouais, c'est un rêve peut-être, mais bon, une sorte de fantasme, une réalité comme ça. Mais il y a beaucoup de privilèges en France. On connaît, on a notre travail, on a nos études. Ça te tue le prix du beurre. Vous voyez dans quel état ça met le prix du beurre. Non, tu vois, et donc je pense que le lien Israël, il est existant. J'imagine il n'y a pas beaucoup de juifs qui n'auraient aucun lien avec Israël, qui ne se définiraient pas comme sionistes, qui, à cause de l'antisémitisme, vont du jour au lendemain se découvrir sionistes. Après, peut-être que il y en a. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Si t'es juif, tu veux quitte à choisir, quand tu te barres à cause de l'antisémitisme pour aller dans un meilleur endroit, venir en Israël, c'est absurde. Donc, s'il n'y a pas de sionisme, pourquoi tu viendrais dans un pays en guerre avec du beurre à 27 shekels ? Tu cherches un refuge. Tu cherches et moi, mon espoir, c'est que Israël ne soit pas un refuge, mais que ce soit un foyer. Et quand les Juifs sont persécutés partout dans le monde, quand comme hier encore, il y avait à New York des gars qui se trimballent dans les rues de New York avec le drapeau du Hezbollah, c'est clair que tu as envie de te barrer à un moment. Et donc, tu te dis où je risque moins d'avoir le drapeau du Hezbollah dans la rue, tu te dis, Tel Aviv, peut-être. Pas avec Netanyahou, on ne sait jamais. Non, ça m'étonnerait quand même. Et donc, oui, il y a ce sionisme. Mais donc, du coup, c'est ça, tu vois, c'est pas que tu n'as pas envie de voir le drapeau du Hezbollah, c'est que tu as envie d'être entouré et d'être dans une réalité où ce que toi, tu vis à l'intérieur, c'est ce que tu vis à l'extérieur. Et quand tu es juif en France, je pense, si j'écoute mes amis depuis le 7 octobre, il y a pour beaucoup un fossé qui s'est creusé quand ils sont chez eux ou quand ils sont avec leurs amis juifs et quand ils vont au travail, et même des gens extrêmement bienveillants et qui voudraient parler, tu te rends compte que ce que tu vis, en fait, une partie de ton identité, elle n'est pas partagée et même elle peut être critiquée, rejetée, etc. Et l'arrivée en Israël, tu as d'autres problèmes, tu vois, quand tu dois gérer des discussions avec des Israéliens qui ont des positions très différentes, quand il y a plein de problèmes, mais il y a un côté de ton identité, et peut-être que toi, c'est pas ton expérience, mais moi, j'ai l'impression que mon expérience, c'est qu'il y a une partie de ton identité qui était en sourdine et qui se libère. Et ça, c'est un prix à payer quand tu payes ton... Tu peux te promener avec ta kippa dans la rue, tu peux mettre tes tzitzit. Oui, mais ça va plus loin que ça. Tu vois, ça, c'est justement ça. C'est ce que je te dis sur le Magen David. Tu parles en hébreu, tu as vraiment tout ce qui est... Et tu as un point commun. Et ça veut pas dire que, tu vois, moi, je suis laïque, j'ai pas grandi dans une famille religieuse. Tu libères ta juiverie. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te rends compte, moi, en tout cas, j'ai pris conscience
j'ai jamais vécu en France avec l'impression que je me cachais ou que j'étais pas à 100% française et tout. Vraiment, vraiment. Mais quand tu arrives ici, je pense que tu découvres. C'est comme un peu, tu sais, j'ai des amis qui ont 2 enfants et qui me disent, quand tu as un premier enfant, le deuxième, tu te dis, mais je l'aime tellement le premier, genre comment je vais en aimer autant Et en fait, c'est pas que la place dans ton cœur ou dans ton amour, elle est divisée, c'est qu'il y a un truc en plus qui se rajoute. Et je pense que c'est un peu comme ça que je le vois, tu vois, par rapport à Israël. J'ai pas l'impression d'avoir, parce que j'ai eu de la chance de pas vivre de l'antisémitisme au quotidien, etc. Je pense pas avoir refoulé cette identité. J'étais française, juive française, fière de l'être, assumée, mais il y avait une crainte. Et cette crainte, elle vient de l'absence de responsabilité du gouvernement français, de l'absence de mise en pratique des lois qui existent et des protections pour les minorités. Et donc, en venant ici, je pense qu'il y a un truc qui se libère et il y a d'autres problèmes qui se créent, mais il y a une sorte de shake-it, il y a une sorte de calme. De calme. Oui, tu es moins stressé. C'est même pas ça, tu vois, j'étais pas stressée, j'ai pas l'impression, mais il y a juste une sorte de schlemmout, de quelque chose qui est plus entier. Mais c'est pas que quand j'étais en France, je le vivais comme un manque. Tu vois ? Moi, j'ai pas pensé à faire mon alia. Vraiment, je suis venue ici pour étudier. Bon, j'ai grandi à la Chomère, dans un mouvement qui parlait d'Israël, qui était sioniste, la gauche sioniste, etc. Donc, mais jusqu'à ce que je vienne ici, que je vois mes amis, que j'imagine ma vie, que je m'imagine moi être ici, j'ai pas grandi dans une famille qui pousse à l'aléa, etc. Donc c'est quelque chose qui s'est développé pas du tout comme un fantasme, tu vois, d'enfance ou quoi, et plus comme une envie de faire partie de ce peuple qui est plein de vie, qui est innovateur, qui est pas métro boulot dodo, qui va à l'encontre de tout ce truc très tu vois, très conception européenne, qui gueule, qui fout le bordel, qui fume des je sais pas quoi en permanence, et la police, elle passe et elle en a rien à faire. Il y a quelque chose, je trouve, de vraiment de cassoum, de magique, dans cette forme de liberté qu'il y a dans la vie israélienne. Ouais, là, on est d'accord. C'est là où je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que moi, je suis venu en Israël. Enfin, c'est ça qui m'a plu. T'y pensais depuis longtemps ? Non, mais moi, je suis pas venu parce que je suis venu pour être israélien, pas pour être... Enfin, tu vois parce que moi, ce qui m'a plu, c'est la façon que les Israéliens, ils avaient de vivre. Et pas... Ça n'avait pas un rapport au judaïsme ou au fait que je sois juif. Moi, j'étais, on va dire, à moitié juif, vu que mon père était juif, ma mère, elle vient d'une famille qui est chrétienne. Et donc, elle a fait sa conversion quand elle s'est mariée avec mon père. Mais bon, j'ai grandi dans une famille où la plupart de ma famille, mes grands-parents, du côté de ma mère, ma tante, mes oncles, tout ça, toute ma famille, ils sont tous chrétiens. Je suis le seul, moi et ma sœur, on est les juifs de la famille. Et on n'a jamais grandi... Enfin, nous, on faisait Noël, on faisait Pâques, on faisait la Toussaint. Enfin, tu vois, on allait à Noël, on allait chez mes grands-parents, et il y avait un sapin. Mon oncle, il se déguisait en Père Noël, et voilà, quoi. Et c'était 10 fois mieux que Pessah et tous ces trucs-là où on y allait quand on allait chez mon père. Donc, les fêtes juives, on les faisait avec mon père et sa femme, qui, elle, du coup, qui venait d'une famille qui était plus séfarade, donc ils étaient juifs marocains, donc eux, ils étaient à fond dans le truc. Donc, quand on allait chez eux faire Kippour, ça rigolait pas, quoi, tu vois. C'était Kippour, quoi. Pessah, fallait lire tout le bouquin et tout, donc c'était les trucs... c'était pas cool comme Noël, tu vois. Et donc, moi, quand je suis parti en Israël, c'était parce que j'avais eu... donc justement, pourquoi t'as eu cette idée? Moi déjà, je suis né en Israël. Ok. Déjà. Ok. Je suis né dans un kibbutz. Où ça? Je suis né au kibbutz Malkia, qui est à la frontière du Liban. Vraiment super à la frontière. Et donc ma mère était venue en Israël à la fin des années 60, après la guerre de 6 jours, où c'était l'époque des beatniks et tout ça, l'époque super où tout le monde venait en Israël parce que c'était l'Eldorado. Faire du bénévolat, exactement. Et au kibbutz, etc. Et donc elle est venue en tant que bénévolat dans un kibbutz, où elle a rencontré mon père. Ils se sont mariés. Ton père israélien, du coup? Mon père israélien, du coup. Ok. Donc mon père, parachutiste et tout, soldat israélien, héros de la guerre de 6 jours et tout ça. Donc tu vois,
Mais israélien de kibbutz. Ah oui, donc laïque. Laïque, mais pas mais plus super laïque israélien. Que ça, tu meurs, quoi. Mais super israélien. Israélien. De souche. Est-ce que tu vois la couve de Time Magazine où tu as ce soldat israélien qui est dans l'eau avec une Kalachnikov qui traverse, c'est ça, quoi. Okay. Est-ce que tu vois les trois, la couve de Time Magazine où tu as les trois, t'as les parachutistes au Kotel qui arrivent. Bon, ça, c'est l'unité de mon père, par exemple. Okay. Donc, tu vois un peu tu vois le mode. Ok. Et moi, je suis né en Israël et j'avais même pas 1 an, mais que ma mère, elle en a eu marre, parce que bon, c'était sympa 5 minutes, mais bon, c'est pas génial non plus. Et c'était les kibbutz des années 60-70, c'était genre les kibbutz à l'ancienne. C'est-à-dire qu'elle, quand elle est arrivée, la petite Française qui arrivait, elle bossait à Elle. Marie-Claire, tout ça. Donc, elle avait des vêtements de mode et tout ça. Elle arrive au kibbutz. Les vêtements, ils ont été distribués à la communauté. Et puis, elle s'est retrouvée à faire... donc, tu vois, les bébés qui allaient au Bet Yeladim. Ouais, le socialisme. Ouais, le socialisme à fond. Donc ça, c'est sympa 5 minutes, mais bon. Ok. Il y a un moment, elle a dit, on rentre, allez, on se casse. Donc vous arrivez en France, et donc toi, tu grandis avec ce mythe d'Israël. Et moi, je grandis où de temps en temps, on va voir les grands-parents en Israël. Okay. C'est-à-dire, de temps en temps, on envoie les enfants, donc moi et ma sœur, on va en vacances. Au début, on va à Herzliya chez ma grand-mère, c'est super chiant, mais bon, on y va. Et ensuite, un peu plus tard, on va au kibbutz, chez ma tante, qui, elle, vit aussi dans un kibbutz qui est vraiment très proche du kibbutz dans lequel je suis né. Et moi, le kibbutz, ça a été la révolution, quoi. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, t'es jeune, tu te balades, t'as ta petite chambre, tu vas à la cuisine, tu manges avec les autres enfants, enfin, tu fais ta vie, quoi. Il n'y a pas ce rapport à l'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire, tu travailles, t'as un petit compte à toi, et tu peux, avec ce compte-là, acheter ce que tu veux, et il suffit que tu bosses pour pouvoir te servir en fin de compte de toutes les ressources. C'est le communisme vraiment à l'ancienne qui a pour le coup fonctionné pendant ces années-là. Oui. Et ça a été genre l'explosion dans ma tête. Et c'est ça que moi je cherchais. Et donc quand je suis parti de France, quand j'ai eu mes 18 ans, je suis parti parce que j'en avais un peu marre de problèmes familiaux et tout ça. Je rentre pas dans les détails. Mais moi, ce qui m'avait plu, c'était le kibbutz. Et donc je pars pour le kibbutz. Et en fin de compte, je suis pas arrivé au kibbutz parce que quand je suis parti, moi je voulais aller au kibbutz, mais j'avais fait un deal avec ma mère qui m'avait dit je te laisse partir, mais si tu finis ton bac. Et donc tu es obligé et donc j'avais trouvé un truc avec l'agence juive qui s'appelle la Chavat HaNoar, où je pouvais. Ça existe encore aujourd'hui. Et donc je suis arrivé, j'étais en première, donc fin de la première terminale. Non, j'étais en terminale, donc j'ai fait ma terminale donc en Israël. Donc j'arrive à la Chavat HaNoar qui est à Jérusalem, qui est cette école où tu vas continuer tes études. Ouais, c'est un internat, tu continues tes études en français, tu passes ton bac en français, mais tu es en Israël. Et là, je découvre Jérusalem, puisqu'on est à Jérusalem. Et là, je découvre les autres, je découvre les Juifs, en fin de compte, parce que c'est la première fois que j'étais avec des Juifs. Du soir au matin, qui se lèvent le matin, qui font la prière, qui me disent « Allez Ronnie, fais pas ton kibbutznik, viens mettre les tefilines et tout ça. » Et je leur dis « Mais vous êtes fous les gars, quoi. Mais jamais je mets les tefilines, rien du tout, quoi. » Et donc, et ça a été... Enfin, moi, mon alia, elle s'est passée comme ça, quoi. Et dès que j'ai fini, et dès que j'ai passé mon bac... T'es rentré à l'armée. Moi, mon but, c'était d'aller au kibbutz. Donc, les week-ends, tout ça, j'allais au kibbutz. Et de ta tante de ma tante. Donc j'avais ma petite chambre, j'avais mon truc, j'étais pendant les vacances je bossais au kibbutz et tout ça, tracteur, voilà quoi, j'étais agricole, voilà. Et tous les gars du kibbutz qui avaient mon âge, eux ils allaient à l'armée. Donc moi je voulais faire mon israélien, j'ai fait comme eux. Et il y avait et à la Chava, il y avait cette unité où ils prenaient des groupes de Français pour les faire s'engager ensemble. Et moi je voulais pas ça du tout, quoi. Tu voulais être avec les Moi je voulais être à la Chava, déjà, par exemple, il y avait des Français. C'était un internat où il y avait des Français. Il y avait des Américains australiens, donc des anglo-saxons qui venaient aussi comme les Français, mais ils étaient un groupe à eux. Et il y avait des Israéliens
qui venaient de familles, problèmes socio-économiques et tout ça, et donc ils étaient eux aussi à l'internat. Et moi, j'étais souvent avec les Israéliens. Parce que moi, dans ma tête, j'étais là pour être un Israélien. Je supportais pas d'avoir un accent français. Je faisais tout pour parler. Enfin, j'étais vraiment la caricature de l'Israël. Je parlais avec un Makore Manishma. Tu vois, je me forçais à faire mon israélien. Et moi, je voulais pas du tout être avec des Français à l'armée. C'était horrible pour moi. Je voulais être qu'avec des Israéliens. Et donc, je me suis engagé. J'ai cherché l'unité. Et moi, je voulais être pilote. J'ai été le seul de toute la Chava, donc de tout l'internat, j'ai été le seul de mon année à être admis à l'école de pilote. Donc j'étais en mode, je suis pas là pour rigoler. En mode l'élite israélienne. Ouais. Je suis pas là pour rigoler. Un vrai kibbutznik. À fond, quoi. Et c'est comme ça, ça a été pendant très longtemps, c'était ma vision. J'étais pas, et je suis devenu, je sais pas que je suis devenu juif. J'étais juif, on va dire, à la base, mais j'ai jamais eu un rapport à la religion, tout ça. Moi, je suis devenu israélien. C'est-à-dire, je suis passé de français à israélien, mais pas par la religion. Ça m'a jamais intéressé, ça. Ça m'a jamais intéressé l'histoire du peuple juif. C'est venu beaucoup plus tard, ça. Tu vois, après, c'était presque un réflexe par rapport à l'antisémitisme et tout ça, ou à ce que j'avais rencontré à l'armée. Mais parce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves dans les territoires, tu te retrouves à la frontière libanaise avec un fusil, et puis tu as les mecs du Hezbollah qui te tirent dessus. Tu te dis, mais pourquoi? Why? Et donc ça a été... Moi, ça a été ça, mon rapport. Ouais. Et je suis resté, parce que ça m'a plu. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y avait cette Dolce Vita pour moi qu'il n'y avait pas en France, où je pouvais faire ce que je voulais. Oui, mais ça, c'était quand tu étais jeune. Après... Oui, mais après, tu te maries, tu fais des gosses, et puis tu restes. Mais franchement, si aujourd'hui je devais rentrer en France, si je devais choisir aujourd'hui entre ma vie en France et ma vie en Israël, malgré tout, je pense que aujourd'hui, je suis plus israélien que français. De toute façon, j'ai vécu plus en France, en Israël qu'en France. Enfin, je parle français, j'ai cette nostalgie de la France, de mon Monoprix, et quand j'y vais et tout ça, mais... Ouais. Mais je sais pas si je vivrais bien d'être en France, comme ici, il y a plein de trucs que t'as pas en France, ce rapport aux gens, la façon de parler, tu tutoies tout le monde. Enfin, tu vois, des trucs qui sont très israéliens. Ouais, mais moi, je trouve que ça va au-delà. Il n'y a pas la politesse. Enfin, il y a la politesse, mais elle n'est pas à la française. Enfin, tu dis des trucs... ils sont rough, les Israéliens, mais ça fait leur charme, on va dire. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, moi. C'est pas le fait de... c'est pas le sionisme, on va dire. Enfin, non, mais... Après, si tu veux, oui. Mais pas à la base. J'étais pas là et je suis pas là... Non, mais parce que ton identité, elle est connectée à ça. Tu vois, le fait que tu sois né là-bas, le fait que ton père il soit israélien, je pense qu'il y a une façon de regarder tout ça qui est différente de quelqu'un qui aurait grandi comme moi, avec une famille de 100% de juifs polonais qui sont venus de Pologne à cause des pogroms, qui a grandi en France, qui parle jamais entendu vraiment l'hébreu avant d'arriver à la chômère. Moi non plus, il n'y a aucun lien avec la religion, mais c'est ça que je trouve génial avec Israël, c'est que, et ce qui me fait peur pour Israël de l'avenir, c'est que Israël avait, en tout cas, et encore, et j'espère aura encore cette idée qu'on est le foyer de tous ceux qui sont juifs, mais pas selon la halakha, pas que selon la mère juive, tu vois, selon les orthodoxes. Ouais. Et je pense qu'il y a cette vision en fait vraiment qui est élargie. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce qui s'appelle la loi du retour, donc c'est pour les lois de l'aléa en fait, c'est n'importe qui a un de ses 4 grands-parents qui est juif, qui était juif. Et donc en fait c'est intéressant de se dire ça, c'est-à-dire que le melting pot que tu as en Israël, au niveau des juifs en tout cas, c'est un melting pot de gens qui ont pu immigrer parce que même s'ils avaient qu'un seul grand-père et donc ils ne sont pas reconnus nécessairement par le rabbinat ici, par le consistoire comme juifs, et pourtant ils sont israéliens à 100%. Et c'est pour ça que ton histoire, elle n'est pas différente de la mienne, pas différente de beaucoup d'histoires, et aussi de juifs religieux qui viennent ici. Il y a plein de... Il y a un truc commun qui est au-delà... Il y a plein d'aliotes. Ouais, et qui est au-delà de la religion. Et je pense que c'est important, et c'est pour ça que quand on nous dit le sionisme ou je sais pas quoi, je pense qu'il faut comprendre que
ceux qui ne comprennent pas qu'à la base, cette identité, elle est basée sur une conception de peuple, c'est-à-dire d'appartenance qui est au-delà des dogmes religieux, ne peut pas vraiment comprendre la société israélienne. Ouais. Est-ce que tu dirais aux Français que tu dis de venir ou de Oh rester? non, moi je dis pas aux gens de faire quoi que ce soit, à part de voter pour Yair Golan. Faites votre aléa avant les élections, vous pourrez voter. Non, moi je dis pas, je peux pas me prononcer. Je peux pas me prononcer parce que c'est un voyage, en fait, c'est un massa, c'est un cheminement extrêmement personnel. Et je pense que la vie en Israël est très dure. C'est super et dur. les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont en France avec toutes les aides et l'éducation gratuite et tous les services de l'État. Et bien sûr que c'est pas parfait, bien sûr qu'il faut gueuler, que Macron fait de la merde, etc. Mais tu vois ce que je veux dire ? Au final, la vie, elle est vraiment simple en France, je pense. Malgré chacun a des complexités, mais la vie en Israël, elle est dure, elle est compliquée. Et ça prendra du temps, même si on arrive à changer les choses, ça prendra du temps. Et je pense qu'il faut prendre en considération le fait qu'Israël est dans un Ésor, une région qui est vraiment pas friendly. Et que du coup, je pense qu'il faut d'un côté se préparer à tout ça. Et d'un autre côté, je pense que s'il y a une envie, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Après, tu vois, famille, enfants, etc., j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je suis venue à 22 ans, j'étais seule, pas de responsabilité et possibilité toujours de repartir. Mais tu vois, aujourd'hui, je me sens vraiment israélienne et je sais, et ça a pris du temps. Moi aussi, j'avais ce désir d'être avec des Israéliens et j'ai mes amis français et tout, mais vraiment, je suis pas venue ici pour être qu'avec des Français. Enfin, c'était assez clair pour moi, quoi. Mais je pense qu'il y a il y a quand même des difficultés dans l'intégration. C'est pas rose comme ils essayent de te vendre quand tu vas au Misra d'Aklita ou quand tu vas à la Sornout, à l'agence juive et tout ça. Ils te font croire que... mais parce que c'est de l'immigration, au final. On est des immigrés, jusqu'à ce qu'on devienne, qu'on arrive à s'intégrer, mais on aura toujours des différences. Mais ce qui est beau en Israël, c'est le melting pot aussi, tu vois. Je pense qu'il y a tellement de gens qui sont venus du monde entier, qui cohabitent, qui viennent de différentes cultures, de différents courants du judaïsme, de différents courants des juifs, des arabes, des druzes, des musulmans, des chrétiens, des bahreïns. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc, la diversité ici, elle est quand même vachement plus... le pluralisme de la société, c'est quelque chose qui est quand même vachement plus valorisé. Ouais. Et moi, ça m'a plu. Tu vois, ça me donne envie et pas à l'américaine où chaque culture, elle est fermée et tu es cancel si tu critiques une autre culture et machin, tu vois. Et bien sur ce... Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Spotify, YouTube, Apple. Vous pouvez écouter le podcast, nous laisser vos commentaires. Merci à tous. Like and subscribe. Et à la semaine prochaine, on vous tient au courant pour l'Eurovision. N'oubliez pas de voter.